Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alex. Alex, j'espère que tu vas bien. Nickel et toi? Je vais très bien, merci. Comment ça se passe au Brésil? Bah écoute, ça se passe bien. Là, on est en hiver, hein, puisqu'on est en juillet au moment où on fait cette vidéo. Je sais pas quand elle sera publiée, mais là, on est en juillet, enfin en août, pardon. Et c'est censé être l'hiver et on a ouais, entre 28 et 32 tous les jours. Minimal à 15, donc il paraît que c'est mieux que l'été qu'en France. Donc il paraît que vous avez un été un peu pourri, donc pour l'instant, je vais pas me plaindre, on est bien. Bah écoute, ouais, ici, on va dire qu'on est entre 14 et 20, avec de la pluie, Ouais, parfois du j'ai soleil, entendu que c'était un peu pourri, ouais. mais ça, la semaine prochaine, je pense que ça sera un petit peu la petite canicule que l'on connaît bien, Bah, je pense, j'espère. pour le truc, mais bon, voilà. Sinon, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr. Bon, moi, je m'appelle Alex Callen. Je suis spécialisé dans le media buying, notamment sur Facebook Ads. Ça fait 7 ans que je fais ça. J'ai mon agence. J'ai travaillé avec des gants comme Yomi, comme Tougan, comme Adam Swift, Pascal Maffre, etc. En tout, on a généré, alors le chiffre n'est pas actualisé, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était il y a déjà 3-4 mois. Faut que je le remette à jour. Et voilà. Mhm. Donc là, actuellement, ton activité principale, c'est vraiment ton agence de media buying. Ouais. Et tu es principalement sur quelle plateforme? Moi, je suis principalement sur Facebook. Après, avec l'agence, on fait aussi du Google Ads. On est en train de développer du Telegram Ads parce qu'en ce moment, Telegram exige une caution de 2 millions d'euros pour faire de la pub chez eux. Donc, on est en train de. Ouais, ouais. Il y a Telegram Ads, mais pour faire du Telegram Ads, tu dois mettre une caution de 2 millions d'euros et tu la récupères au fur et à mesure. Je crois que c'est en un an, un truc comme ça. Bref, un truc délirant. Et donc, en gros, on a des arrangements qui sont en train d'être faits pour faire un genre de consortium de plusieurs entreprises pour pouvoir proposer du Telegram Ads à nos clients sans avoir à passer ces cautions, bref, ces restrictions que Telegram impose aujourd'hui. Et on développe aussi en ce moment du YouTube, du TikTok, du Pinterest Ads. Mais bon, pour l'instant, c'est en phase, disons, de recherche et d'amélioration. Mhm. Et comment est-ce que tu t'es fait, enfin, comment est-ce que tu as fait pour te lancer dans le media buying? Enfin, c'était quoi Alors la moi, première idée? bah, honnêtement, c'est un truc qui s'est fait un peu naturellement. Moi, je m'intéresse au milieu des agences de communication et de la publicité depuis que je suis ado, quoi, depuis que j'ai 14-15 ans. Et c'est toujours un milieu qui m'a plu, donc j'ai fait des études là-dedans. J'ai fait des stages en agence, j'ai bossé en agence également, dans des grosses agences. Euh, et chez Omnicom, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et le problème, c'est que quand j'ai bossé en agence, bah, l'ambiance était top, je kiffais mon taf, je kiffais les équipes, on bossait avec des clients genre Coca et tout, c'était trop cool. Mais on m'a dit, frérot, franchement, la communication, la publicité, il n'y a pas de thunes, donc t'orientes pas là-dedans parce que tu vas perdre ton temps, quoi. Et bon, bah, ça m'a remis un petit peu un coup, si tu veux. Donc après, je m'étais réorienté vers la négociation, le closing en B2B notamment. Une fois que j'étais sorti de l'école, j'ai commencé à bosser là-dedans chez Carrefour, donc au siège social de chez Carrefour à Massy-Palaiseau. J'avais détesté tout, voilà, en gros de A à Z, les équipes étaient horribles, ma boss était horrible, le traf était horrible parce qu'en gros tu prends des petits gars qui ont rien demandé, tu vas leur défoncer la gueule sur sur la négociation. Bref, et bon, du coup j'ai arrêté. J'ai pris 6 mois un peu pour me recentrer, etc. Et c'est par hasard, si tu veux, que j'ai découvert un gars qui parlait de Facebook Ads sur une chaîne en anglais. Et c'était en 2015 à l'époque. Donc c'était un peu genre le début de Facebook Ads et tout. Donc j'ai regardé ça un peu de loin. Je commençais à regarder ça, etc. J'ai continué mes 6 mois de pause, quoi. Ensuite, je suis parti au Brésil. Et quand je suis arrivé ici, c'est là que j'ai commencé à sérieusement me former sur le media buying. J'ai pris une formation, j'ai défoncé, j'ai pratiqué sur deux, trois petits shops e-commerce que j'avais à l'époque. Et ensuite, j'ai trouvé un client ici, genre, allez, en 10 jours après m'être formé, enfin, j'étais encore même en formation,
j'ai trouvé un gars qui était intéressé pour que je bosse avec lui sur une marque qu'il avait ici. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Tu vois, j'ai créé ma boîte. Je lui ai proposé un contrat en tant qu'agence, quoi. Enfin, à l'époque, c'était freelance. Hein. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et là, pour tes clients en général, quels sont les premiers pas que tu mets en place pour passer à l'action? Quels sont les outils ou la technologie que tu utilises tous les jours, mis à part Facebook? Alors, ouais, alors ça dépend principalement où en est le gars aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient un peu la publicité comme un bouton magique, tu vois. Genre, en gros, j'ai envoyé du trafic sur mon offre et je vais faire de l'argent. Alors ça, c'est vrai si et seulement si tu as une offre et un tunnel de vente qui ont été validés, qui ont été testés, optimisés sur du trafic froid et donc du coup qui ont été validés derrière. Donc s'il y a un mec qui aujourd'hui dépense, j'en sais rien, 30 000 balles sur Facebook aujourd'hui, sur une offre et déjà qu'il est rentable, que ça vend, etc., bah nous, notre travail, c'est d'optimiser les retours sur investissement. Donc ça va être, OK, bon, bah, on va analyser ses campagnes, on va analyser ses créatives, on va analyser toutes les métriques de son tunnel pour voir où est-ce qu'on peut aller augmenter la rentabilité. Donc, où est-ce qu'on pourrait baisser les coûts sur Facebook? Sur quelle créative on pourrait mettre plus de budget? Sur quelle créative on pourrait mettre moins de budget? Sur quelle campagne ou quel type de campagne est-ce qu'on pourrait lancer pour augmenter les retours sur investissement? Sur le tunnel, on va voir quelle page de vente, si c'est par exemple quelqu'un qui a un infoproduit avec page de vente, upsell, downsell, etc. On va regarder où est-ce qu'on pourrait augmenter éventuellement les taux de conversion parce que nous, on sait plus ou moins, tu vois, les taux de conversion, entre guillemets, acceptables, normaux, en fonction des industries et du prix, bref, des offres. Vu qu'on a bossé avec pas mal de gens, on a une vague idée de ce à quoi s'attendre. Donc, on peut voir, OK, ça c'est vachement au-dessus, ça c'est vachement en dessous de ce qu'on pourrait espérer. Donc, on va dire, OK, bon, bah, peut-être qu'on pourrait retravailler une partie de cette offre sur cette upsell, etc. Si on voit que le panier moyen sur un e-commerce est un peu en dessous de ce qui se fait, bah, pareil, on peut se dire, OK, il va falloir travailler sur des méthodes pour augmenter le panier moyen. Donc, on va regarder toute la séquence email marketing, la séquence de relance de panier abandonné. Bref, on va vraiment regarder tout l'écosystème du client pour voir où est-ce qu'on peut aller chercher de la rentabilité. Et si jamais c'est quelqu'un qui, au contraire, a jamais fait de pub Facebook, donc il a dépensé 0 ou 1000 balles, tu vois, bah là, le process il est différent en fait, parce que le process, ça va être, on va tester ton offre sur des trafics froids, et on va voir si ça marche. Et si ça marche pas, c'est toujours pareil, tu as deux indicateurs principaux, tu as la publicité, son rôle c'est de ramener du trafic qualifié vers ton offre. Okay, donc en gros, la pub, elle doit cibler des gens qui sont potentiellement intéressés et faire cliquer en fait. La publicité, elle ne vend pas et c'est beaucoup de personnes qui pensent que la publicité, c'est son rôle de vendre alors que non. Il y a beaucoup de gens qui font de la pub sur Facebook et qui ne savent pas et qui disent bon bah ma publicité elle est mauvaise, il faut que je la change. Alors qu'ils ont des CTR de 3%. CTR, c'est en gros ce qu'on appelle le click-through rate. C'est sur 100 personnes qui voient ta pub, il y en a combien qui cliquent dessus, qui arrivent sur ton site. Un bon CTR, il est à 3%. Et donc, du coup, si tu as une pub qui a un CTR de 3% et que derrière, tu as une page de vente qui convertit à 0,5 ou à 1%, dans le cadre d'un e-commerce, je parle, hein, bah, tu sais qu'il y a clairement un problème sur l'offre, en fait. Donc, sur l'approche qu'on va avoir avec le client, elle va être différente en fonction de où il en est aujourd'hui, lui, dans son testing, son process, qu'est-ce qu'il a mis en place, quels sont les problèmes qu'il a rencontrés, qu'est-ce qu'il veut faire avec la publicité. C'est vraiment juste une approche, on va tester et voir si la pub, ça marche. Bah, on va avoir une approche beaucoup plus empirique et beaucoup plus longue parce qu'il va falloir tester l'offre, il va falloir tester le tunnel, il va falloir tester les créas, il va falloir tester les audiences parce qu'il n'y a pas d'historique sur son compte Facebook, il n'y a pas de retargeting à mettre en place parce que le mec a probablement pas de pixels. Donc, bref, il y a tout à faire, quoi, en fait. Si tu veux. Donc, c'est un process beaucoup plus long avec lequel il faut avoir une méthodologie beaucoup plus pointue. Voilà. Et comment est-ce que vous faites, enfin, toi et ton agence, pour valider l'offre sur le marché pour un de vos clients? Nous, on sait que, par exemple, pour reprendre l'exemple d'un e-commerce, on sait qu'il y a un e-commerce qui a un produit winner, j'aime pas trop l'expression, mais au moins tout le monde comprend. Un e-commerce qui a un produit winner, donc en gros, un produit qui intéresse avec une offre derrière qui plaît, une offre irrésistible, on sait qu'il doit convertir entre 2,5 et 3%. Alors, si on est sur du high ticket, etc., il peut y avoir des variations, etc. Mais en gros, le e-commerce typique, le dropshipping typique, qui a un produit à aller entre 19 et 60 euros,
s'il convertit à moins de 2,53%, on sait qu'il y a un problème avec l'offre. Alors ensuite, on va regarder, si tu veux, on va voir, nous on sait que, pareil, une bonne offre, tu as un taux d'ajout au panier entre 10 et 12%. Donc, on va regarder, on se dit, OK, on a balancé de la pub. Nous, on voit que nos pubs, elles font cliquer, qu'elles ramènent du trafic qualifié, donc on sait qu'on a fait notre taf. Mais derrière, on n'est pas rentable. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe sur son e-commerce. Alors, on va regarder, on voit qu'il y a un taux d'ajout au panier, par exemple, de 3% ou 5%. Voilà, on sait clairement que c'est l'offre, il y a un problème sur l'offre. Si on voit qu'il y a un taux d'ajout au panier de 15%, mais un taux de conversion de 0,5, bon, il se passe un truc entre l'ajout au panier et l'achat. Donc, ça peut être qu'il n'y a pas une redirection qui est faite. Peut-être qu'on va tester quand le mec clique sur ajout au panier, directement redirigé vers la page pour acheter, vers le checkout. On va regarder, pareil, les taux de paiement initiés. Donc, si le mec a 10% d'ajout au panier, donc a priori l'offre est bonne, puis il a 5% de personnes qui initiate le checkout. A priori, on est sur un beau taux de conversion, tu vois, 50%, ce qui est pas mal. Et derrière, il a 0 quelque chose % de vente ou 1% de conversion. Bon, on sait qu'il se passe un truc sur le checkout. Donc, peut-être qu'il faut rajouter des méthodes de paiement. Peut-être qu'il faut rajouter des icônes, rajouter de la sécurité sur le paiement. Peut-être qu'il faut mettre un one-step checkout payment, tu vois. Bref, en gros, il faut faire un truc sur le checkout pour augmenter la conversion. Et c'est ça qu'on va explorer, analyser, quoi. Et la phase de scaling pour vous, elle commence à partir de quand? Nous, la phase de scaling, elle commence à partir du moment où l'offre et le tunnel ils sont validés. Donc, on sait que quand on investit 1 euro en pub sur telle campagne où on sait qu'on a des bons chiffres, en gros, et ben, on gagne 2, 3, 5, 6 euros, peu importe. Et qu'on voit que la créative et l'ensemble de publicités dans lesquelles où la créative winner sont a réussi à tenir la charge un peu niveau budgétaire. Donc, en gros, nous, alors c'est toujours pareil, en fonction des situations, il peut y avoir 1000 façons de le faire. Mais pour reprendre l'exemple d'un e-commerce classique, nous, on estime que, avec, allez, si on vend un produit à 50 euros et que tu as 30 euros de budget sur ton dataset, et si pendant une semaine entière, le truc, il est rentable, on peut passer en scaling. Et qu'il a fait au minimum 10 conversions, on peut passer en scaling. Et là, c'est pareil, tu as une phase de scaling où il y a une période d'ajustement, si tu veux, du pixel, de l'algorithme, puisque tu rentres en scaling. Donc, c'est pareil, on ne va pas lancer un scaling, le regarder sur 2 jours et puis tout arrêter. On va essayer d'ajuster le budget, on va essayer d'ajuster les stratégies, on va essayer d'ajuster les pages de redirection, etc. Bref. On y va petit à petit, on analyse, on comprend, en tout cas on émet des hypothèses, et ensuite on applique nos conclusions et on regarde si c'est mieux, si c'est moins bien, et petit à petit on va chercher des budgets plus hauts, des rentabilités plus élevées, etc. Et là actuellement, ou bien même à tes débuts, est-ce que tu as déjà eu des moments où ça n'allait pas comme tu le voulais? Genre en termes de résultats? Oui, tout le temps, hein. Tout le temps. Si tu veux, aujourd'hui, le gros nerf de la guerre aujourd'hui sur Facebook, c'est les créatives. Donc, les créatifs, c'est toujours pareil. Nous, on a des concepts créatifs avec des templates qui, grosso modo, fonctionnent un peu chez tout le monde. Mais c'est quoi? Allez, il y a 60-70% de chances de succès, mais tu as toujours des créas qui marchent pas, ou tu as peut-être pas mis les bons mots, si tu veux, dans l'ad copy. Donc, du coup, tes mots ne résonnent pas avec ton audience. Parfois, juste en changeant une headline, tu doubles tes conversions. Parce que tu doubles ton trafic, en fait. Tu doubles le taux de clic, donc tu doubles les conversions. Et oui, en fait, si tu veux, la publicité, même le business en ligne, de manière générale, c'est ça. Hein, c'est ce que je dis toujours, on nous vend un bouton magique qui n'existe pas, dans le sens où on nous dit fais du dropshipping et puis prends des trucs sur AliExpress et puis vends-les 5 fois plus cher et tu vas faire de l'argent. Non, et la pub, c'est pareil, c'est pas un bouton magique. En fait, le succès, c'est un processus. Et nous, ce qu'on a, c'est un processus empirique qui rend le succès inévitable. Pourquoi? Parce qu'on teste, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, on capitalise et on itère sur ce qui marche jusqu'à ce qu'on trouve le truc qui soit le plus rentable et le plus scalable possible. Que
que ce soit au niveau de l'offre, du tunnel ou du trafic, donc des pubs. Mais du coup, forcément, dans le process, tu as plein de trucs qui marchent pas. Hein. La plupart des trucs ne marchent pas. Mais ce qui compte, surtout quand tu te lances, tu vois, genre, tu fais ta première campagne de pub sur un client qui a zéro data, sur un shop qui n'a jamais testé ou un produit qui n'a jamais testé sur du trafic froid, genre style Facebook, bah, tu as 80% des trucs que tu as testés qui vont pas marcher, même plus. Mais ce qui compte, c'est ces 5, 10, 20% de trucs qui marchent, que tu vas itérer, sur lesquels tu vas scaler, sur lesquels tu vas t'appuyer pour qu'il y ait de plus en plus de trucs qui fonctionnent, pour qu'au final, tu aies ces 10, 5, 15 pubs dans 2, 3, 5 campagnes qui font tout ton CA, quoi. Et justement, pour apprendre tout ça, est-ce que tu as quelque chose qui peut permettre à des débutants, voire même à des personnes semi-confirmées, de pouvoir élargir leurs ressources? Pour apprendre le media buying sur Facebook, tu veux dire? Ouais. Le media buying Ouais. en général. Ok, bah honnêtement, il y a assez peu de ressources francophones sur YouTube. Enfin, il y en a, mais elles sont pas à jour et elles sont pas complètes. Facebook, ça a un peu cette particularité que il y a les règles officielles et les règles officieuses, si tu veux. Donc en gros, Facebook, ils ont eu un énorme problème. En fait, ils ont été victimes de leur succès. C'est-à-dire qu'en 2016, n'importe quel Gugus pouvait arriver, vendre n'importe quelle merde de perte de poids, de appuyer sur ce bouton pour devenir riche, bref, n'importe quel truc un peu scammy, B2P ou autre, sur Facebook, et il envoyait ses pubs et il faisait du x4 en 24 heures. Voilà, tellement le truc était balèze. Et donc, du coup, tu as plein de gars qui se sont mis à vendre du dropshipping sans envoyer les produits, bref, des trucs ultra scammy, comme tu l'as sûrement vu, comme tout le monde l'a sûrement vu, vendre n'importe quelle recette magique, PDF, contre le cancer, contre je sais pas quoi, bref. Et en fait, du coup, ça crée une expérience négative pour les utilisateurs de Facebook. Or, Facebook, son cœur de business, c'est nous, c'est les utilisateurs. Donc, si les utilisateurs ont une expérience négative, ils ne retournent pas sur Facebook, ils ne l'utilisent plus, ils se barrent. Donc, du coup, Facebook a dû faire un gros ménage chez les annonceurs et mettre des règles strictes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah ouais, mais je me fais ban, machin ». Parce qu'aujourd'hui, Facebook, ils sont un peu vicieux là-dessus, hein, pour être honnête. Hein. C'est qu'ils ont plein de non-dits, ils ont plein de règles qui ne sont pas écrites et qui vont en fait utiliser pour voir à quel point le gars qui veut faire de la pub est sérieux. Donc en gros, par exemple, si tu veux demain faire de la publicité, il y a très peu d'infos sur comment paramétrer ton BM correctement, quelles sont les étapes à suivre avant de lancer tes pubs. Tu vois, si tu cherches, tu vas trouver des ressources. Alors oui, tu peux renseigner tes informations d'entreprise ici. Voilà, c'est cool. On ne dit pas que si tu les renseignes pas, bah, tu vas te faire striker. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir à quel point est-ce que la personne elle est sérieuse. Est-ce que c'est une vraie boîte qui fait de la publicité de façon sérieuse, déclarée, montrée patte blanche, avec des conditions générales, avec des conditions d'utilisation, avec une politique comment ça s'appelle en français, une politique de confidentialité sur son site. Bref, il y a plein d'éléments comme ça qui sont des non-dits et c'est volontaire de la part de Facebook pour évaluer à quel point la personne qui est en face d'eux est sérieuse ou potentiellement problématique en fait. Et tout ça, aujourd'hui, sur tous les matos gratuits que tu peux trouver, notamment francophones, mais même anglophones, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, en fait. Il y a même en France, je trouve des personnes qui en parlent en détail de tous ces petits trucs, en fait, et qui t'expliquent pourquoi. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai lancé une formation, justement, où je forme les gens à faire mon métier et je leur donne toutes les méthodes que nous, on applique en agence pour avoir les résultats qu'on a. Donc, mon conseil, si quelqu'un veut se lancer, c'est soit va voir du côté US. Il y a 2-3 personnes, si tu veux, qui donnent des conseils qui sont plutôt potables. Mais pareil, encore une fois, si tu veux, côté US, tu vas trouver beaucoup de trucs, des techniques avancées qui sont intéressantes de tester. Mais tu auras difficilement du contenu qualitatif sur les trucs basiques, en fait. Il y a plus de contenu qualitatif ou le contenu est plus qualitatif qu'en France sur tout ce qui est basique, mais il manque encore des éléments. Et donc, soit ça, soit il peut se former chez moi si la personne le désire. Ouais, je pense que la meilleure des choses pour eux, je pense que c'est quand même d'avoir une formation, pour des personnes qui ne connaissent pas l'anglais ou autre, de prendre une formation francophone, donc comme la tienne. Ça leur permettra justement
de s'intéresser au monde du media buying et de pouvoir aussi gagner du cash grâce à ça. Ouais, bah c'est l'idée en fait. Moi aujourd'hui, ma formation, j'apprends aux gens à devenir média buyer. Donc, j'apprends pas juste une compétence, je leur apprends à créer une offre irrésistible quand tu es média buyer, créer ton business model, comment pricer ton offre, comment se positionner, comment trouver ta niche, comment trouver des clients, comment créer ton personal branding. Bref, on englobe tout si tu veux pour que la personne demain, bon bah c'est cool, elle sait faire du Facebook Ads. Maintenant, comment est-ce qu'elle peut monétiser ça sans dépenser un centime de sa poche pour trouver des clients. Parce que le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent faire du Facebook Ads, mais c'est des putains de guignols, quoi. Faut dire les choses comme ils sont. Il y a beaucoup de médias buyers sur le marché, ok, mais 99% d'entre eux, c'est de la merde. D'ailleurs, la preuve, si je te demande de me citer un média buyer francophone qui est bon, si tu connais un peu le milieu, tu vas me dire Ben Fares, et encore, lui, il est plus anglophone que francophone. Et après, voilà. Il y a deux, trois gars, si tu veux, qui touchent un peu. Il y a Thomas Pinto, des gars comme ça. Mais c'est des gars que tu vas pas recruter aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre, si tu veux. Genre, ils ont déjà leur business qui tourne et ils sont inaccessibles. Donc, demain, tu es entrepreneur, tu vas faire de la pub pour tes services. Bon, bah, tu fais quoi? Tu vas sur 5,50 €, tu vas sur Fiverr, tu embauches des gars qui font de la merde, qui te font striker ton compte, et après, ton compte, il est restreint et t'es baisé, quoi. Voilà. En gros, c'est ce qui se passe. 99% des gens qui viennent me voir, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment un boulevard pour les gens qui veulent se former sur le media buying parce que c'est un truc dont tout le monde a besoin. Les entrepreneurs, les entreprises, les marques, tout le monde a besoin d'attirer des clients parce que quasiment toutes les ventes se font en ligne aujourd'hui, tu vois. Même quand tu as un business physique, ça peut être bien de faire du media buying, mais ils galèrent à trouver des gens compétents, en fait. Et toutes les agences non, mais pareil, les agences de media buying, SMMA, etc., c'est pareil. Enfin, moi, je dis ça, je les ai pas testés personnellement. Je dis ça parce que c'est mes clients qui me le disent, en fait. C'est mes clients qui viennent me voir et qui disent j'ai travaillé avec un tel, j'ai travaillé avec machin, on a essayé 2, 3, 5 agences différentes, on n'en peut plus, on a ceci, on a cela, bref. Et quand on passe, nous, derrière sur leur BM pour voir ce qui a été fait, c'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi. Genre, vraiment, la dernière fois, on a un client, ils sont allés dépenser 5 000 € en pub, ils avaient pas d'administrateur, enfin, ils avaient un seul administrateur sur le compte, il n'avait pas fait la vérification d'identité, il n'y avait pas l'authentification de facteurs, ils n'avaient pas vérifié l'entreprise, bref, ils n'avaient rien foutu, quoi, en fait. Ils n'avaient rien foutu. Et du coup, compte striké. Ouais, voilà, la page était strikée, le compte MetaPay était striké. Bref, donc du coup, on a dû faire jouer nos connexions sur Facebook pour tenter de débloquer la situation. C'est encore en cours de déblocage tellement ils ont fait de la merde. Mais enfin voilà, en gros, aujourd'hui, des personnes compétentes disponibles pour bosser à des prix qui ne sont pas exorbitants et qui s'intéressent à des personnes qui ne dépensent pas déjà du 30, 50K par mois sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, même un gars comme Ben Fares, si tu vas le voir, bon, bah, tu ne dépenses pas un certain... Si tu ne montres pas que tu es déjà une boîte qui fonctionne un peu, qui tourne un peu, il n'a pas que ça à foutre. Si tu veux, genre... Ouais, c'est normal. Hein. C'est logique. Ouais, non, je comprends. Donc, pour les gens qui veulent se former au jeu sur Media Buying, il y a une vraie putain d'opportunité. Le marché de la publicité en ligne, c'est un marché qui croît de 10% par an depuis 2012, quoi. Et en 2019, ça a pris 30% à cause de la pandémie. Ouais, en 2020, pardon. De 2019 à 2020, 30%. Et ça fait, c'est exponentiel, le truc qui fait que croître. Pourquoi? Parce que tout le monde est de plus en plus sur Internet, les entreprises ont de plus en plus besoin de vendre sur le web, et il y a de plus en plus de demandes, et il y a peu ou pas d'offres de média buyers compétents, quoi. Ouais, je vois. Ok. Bah écoute, Alex, merci pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir. Avec plaisir. D'ici ici, Pas d'autres questions? Non, là pour l'instant, je pense que ça a été très complet. Ok. En tous les cas, d'ici ici, certainement, on fera un autre podcast pour voir ton évolution, pour voir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter. Et, avec plaisir. Voilà. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Principalement sur Twitter. Je suis en train de travailler un peu sur mon YouTube et tout, mais honnêtement, aujourd'hui, il n'y a quasiment rien. Donc, sur Twitter, @TheAlexCallen, et bientôt, soon to be, sur YouTube. Voilà. Inscrivez-vous sur le canal Histoire 2, comme ça, quand les vidéos commenceront à sortir, vous serez les premiers au courant. Ça, dans tous les cas, je me trouve Sinon, sur mon site, alexcallen.com, voilà, tout simplement.
Mhm. Ouais, je mettrai tout ça en description. Je mettrai ton Twitter, je mettrai ton site, ton YouTube aussi, pour ceux qui seront intéressés Histoire par de la quoi. suite. Voilà. Et du coup aussi, le lien vers ta formation pour toutes les personnes intéressées Ok, ouais, par avec le plaisir. mapping. Donc voilà. En tout cas, Bah, merci merci à à toi. toi pour aujourd'hui, Alex, et on se retrouve très Merci, bientôt. Baki. Merci. Ciao. Salut. Du coup, les gars, voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé le monde du media buying. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Alex sur ses différents réseaux. Et pour toutes les personnes intéressées par le media buying, je mettrai aussi son lien pour sa formation. N'hésitez pas à les checker. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.